Bienvenue à tous. Donc voilà, Nadine nous a présenté. On a été agriculteurs effectivement pendant 30 ans. Et en fait, juste avant de quitter notre ferme fin 2018, on a eu la chance de participer à un groupe Conversation Carbone. Et ça nous a un peu bousculé dans nos vies. Et puis, ce qui nous a beaucoup bousculé aussi, c'est que suite à ce cycle Conversation Carbone, on nous a dit, maintenant, vous allez vous former et vous allez à votre tour accompagner des gens dans la transition écologique. Donc on en est maintenant à notre 9e cycle qu'on encadre et on trouve ça toujours aussi intéressant. Mais bon, ça nous a quand même bien bousculé. Alors, quand même, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que cet exposé, quand on est arrivé, parce qu'on a quitté notre ferme et on a quitté notre département, on est arrivé dans un tout petit village à Germolles-sur-Grosne, à côté de Tramail, et la communauté de communes, enfin plus précisément un élu, nous a alpagués en disant « Venez voir par là, vous êtes intéressant, est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour proposer dans les écoles ?» Donc on a fait un petit peu le tour du matériel qu'il y avait dans les écoles de notre territoire et on s'est rendu compte que comme souvent, il y avait des expos, des conférences, des choses comme ça sur le plastique ou sur les océans, mais il n'y avait rien qui regroupait la globalité du problème climat. Donc on a créé cet exposé qu'on a présenté dans toutes les écoles du territoire et qu'on continue à présenter même hors territoire. On l'a adapté aux adultes, on l'a adapté aux conseils municipaux, enfin voilà, on essaie d'aller au plus proche des gens. C'est parfois difficile de faire venir les gens, donc on va voir les gens. Nous, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des professeurs et on n'est certainement pas des modèles. Donc on va vous donner des informations qui ont été validées par l'ADEME, par la région Bourgogne-Franche-Comté et par notre communauté Saint-Cyr-Mer-Boîtier, qui est une toute petite communauté de communes. Il est possible qu'à la fin de l'exposé, vous ayez des questions. Si vous pouvez les garder pour la fin de l'exposé, c'est pas mal, ça nous évite de nous perdre dans le... Même si on est rodé, on est un peu impressionné, donc voilà. Et puis peut-être même qu'il y aura des questions auxquelles on ne saura pas répondre, parce qu'on n'est pas du tout des scientifiques, et dans ce cas-là, on prendra note et on fera passer. Voilà. Bien. J'ai rien oublié pour une fois? Tu as oublié une chose, c'est qu'il est probable que vous n'appreniez rien ce soir. Tout ce que vous allez entendre, c'est des choses qu'on entend sans arrêt à la radio. La seule force de l'exposé, c'est que tous ces éléments sont alignés dans une logique d'ensemble. C'est la seule force de l'exposé. On démarre? On y va? Est-ce qu'on peut Alors, on avait prévu plus d'une heure. Non, ça va bien. Enfin, je sais pas. Non. On avait prévu plus d'une heure, et donc on va sauter certaines diapos pour être sûr de tenir dans les 45 minutes. Donc, regardons comment fonctionnait le climat avant 1850. Il y avait déjà des gaz carboniques dans l'atmosphère, il y en a toujours eu, et heureusement, ce gaz carbonique provoque l'effet de serre naturel. L'effet de serre naturel, c'est quand les rayons du soleil cognent sur la Terre, ils rebondissent sous forme d'infrarouges. C'est les infrarouges, quand ils cognent sur des molécules de CO2, qui reviennent sur la Terre. C'est donc de l'énergie qui revient sur la Terre, et c'est ça l'effet de serre naturel. Cet effet de serre naturel permet à la Terre d'être à 15 degrés. Sans ce CO2 dans l'atmosphère, la Terre serait à moins 18. Depuis 1850, la quantité de CO2 a beaucoup augmenté. On est passé de 280 à 420 ppm à cause des activités humaines. Donc cette énergie en trop qui est bloquée sous cette couche de CO2, c'est équivalent à 3 bombes atomiques par seconde. Ah si, excusez-moi. Le phénomène est aggravé par le fait qu'on a de moins en moins de végétation pour capter le CO2. Chaque année, on perd par la déforestation la surface de la Belgique. Alors, à partir de 1850, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à utiliser le charbon, puis progressivement le pétrole et le gaz. Vous le savez tous, hein, c'est des énergies fossiles, donc c'est des végétaux, des animaux morts il y a très longtemps. Et puis, on a inventé le moteur thermique qu'on connaît tous, hein, qui est dans nos voitures, dans les camions, qu'on utilise pour fabriquer tout ce qu'on utilise en fait. Alors, ce moteur thermique,
il a un gros inconvénient, c'est que quand on brûle des énergies fossiles, eh ben, on émet du CO2 dans l'atmosphère. D'où la notion d'empreinte carbone, que ce soit pour un vêtement, notre alimentation, nos déplacements. On reviendra sur l'empreinte carbone tout à l'heure, mais tout ce qu'on utilise a une empreinte carbone qui correspond donc aux émissions de CO2 liées à sa fabrication. Alors le moteur thermique, bon, on est quand même bien content de l'avoir, hein, parce qu'avant lui, on avait une espérance de vie de 40 ans dans des conditions de vie particulièrement pénibles. Aujourd'hui, on a une espérance de vie qui est plutôt autour de 80 ans, avec une vie quand même plus facile. Alors ces énergies fossiles, pourquoi elles sont tant utilisées? C'est pas compliqué, c'est que c'est très très efficace. Donc vous le voyez sur l'image, 1 litre d'essence produit 10 kWh. Et pour faire ces mêmes 10 kWh, il faut 33 heures de travail physique. Et puis c'est un autre avantage, c'est que ça coûte pas cher. 2 € pour 10 kWh avec de l'essence. Pour une personne qui travaille, ça coûte 660 €. Donc le calcul est vite fait. Donc, Marie-Laure a dit que chaque objet a une empreinte carbone correspondant à la quantité de CO2 qui est émise pour le fabriquer. On prend l'exemple d'un smartphone. Un smartphone, c'est 60 kg de CO2 à la fabrication. Extraction des matières premières, transport des matières premières, fabrication des composants, transport des composants, assemblage final. À chaque étape, il y a des machines qui brûlent des énergies fossiles et qui émettent du CO2, donc 60 kg. Si on rajoute l'utilisation du smartphone, les antennes et la charge électrique, c'est 15 kg. 75 kg de CO2. Le smartphone est emblématique de l'évolution de la société. On est passé du confort énergétique à l'abondance énergétique et finalement à l'ébriété énergétique. Ce smartphone est utilisé en moyenne pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, quand il est remplacé, 88% des smartphones fonctionnent encore. Alors, je mets la deuxième. Alors, on va passer rapidement sur ces 2 tableaux qui, normalement, sont dans l'autre sens, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de comprendre, en fait, comment tous ces objets qui manufacturés, en fait, sont arrivés dans nos vies. À 1870, 1850, on a très peu d'objets manufacturés. Plus on monte dans les générations, plus on a de biens, en fait, de consommation, que ce soit au niveau du logement, au niveau des transports, etc., au niveau de notre confort dans la maison. Je crois que ça ne marche plus à nouveau. Si, c'est les fenêtres pointées. Voilà. Et donc, si on peut remonter, Vincent, le tableau précédent. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, vous voyez sur la colonne complètement à droite pour vous, il y a des petites croix rouges et des petites croix vertes qui représentent, le vert représente notre confort et les croix rouges représentent nos émissions de CO2. Et plus on s'approche d'actuellement, de notre génération, plus on a du confort, mais plus on émet du CO2. Alors, la génération 1960, elle est importante, hein, c'est notre génération, c'est le début de la société de consommation. Les énergies fossiles sont vraiment pas chères. On fabrique plein de choses. Et on accumule toutes ces choses. Voilà, et donc cette génération-là, elle est importante, mais les suivantes aussi. Ce qui est le plus important dans notre tableau, là, ça va être la question qu'on va se poser tout au long de l'exposé. Est-ce qu'on peut garder notre confort, ou plutôt notre qualité de vie, en émettant moins de CO2? Bien. Donc les émissions de CO2 dans le monde sont très diverses. En rose et en orange, les pays qui émettent beaucoup de CO2 par personne. En jaune et en vert, les pays qui émettent peu de CO2 par personne. On voit tout de suite la fracture nord-sud. Et bien entendu, la responsabilité de faire des efforts repose sur les gens qui émettent beaucoup de CO2. Il y a des écarts entre les pays. Il y a aussi des écarts à l'intérieur de chaque pays. Ici, bleu, blanc, rouge, on est en France. Les émissions de CO2 en fonction du niveau de vie. On voit tout de suite qu'il y a une corrélation directe entre pouvoir d'achat et émissions de CO2. Les 50% les plus pauvres émettent seulement 20% du CO2. La moyenne nationale, elle n'est pas à 7 tonnes. 7 tonnes, c'est le français médian. La moyenne nationale est à 10 tonnes, à cause des émissions des 20% les plus riches.
Le problème qu'on a, c'est que eux, leur mode de vie n'est pas un modèle d'un point de vue climatique, mais d'un point de vue social, tout le monde voudrait vivre comme eux. Il y a donc une contradiction entre nos représentations sociales, notre représentation de réussite sociale et la résolution de notre problème climatique. Important aussi, ceux-là, certes, sont des gens sobres, mais ce n'est pas une sobriété choisie, c'est une sobriété subie. Alors voilà nos émissions de CO2 en France, donc notre moyenne qui est de 10 tonnes par personne et par an. Donc on a tous un logement qu'il faut chauffer, qu'il faut alimenter en électricité, on émet presque 2 tonnes par personne et par an. Ensuite notre alimentation, 3 tonnes par personne et par an. Nos transports privés, en voiture, parfois en avion, et puis il y a les bus dedans, etc. Un peu plus de 2 tonnes par personne et par an. Tous les biens de consommation dont on a parlé tout à l'heure, 2 tonnes par personne et par an. Et enfin les services publics et transports collectifs, 1 tonne 3 par an. On va détailler tout à l'heure tous ces postes, sauf les services publics. Alors notre objectif, Nadine l'a dit tout à l'heure, c'est 2 tonnes. Alors ça va être compliqué, 2 tonnes, ça peut paraître énorme, mais c'est possible. Et non seulement c'est possible, mais il faut le faire, parce qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre, d'abord les 2 tonnes de CO2 qu'on a le droit d'émettre, en fait, c'est les 2 tonnes de CO2 que les écosystèmes, donc les prairies, les forêts, les océans peuvent capter, sans qu'il n'y ait plus de CO2 qui soit stocké dans l'atmosphère. Et c'est ces 2 tonnes à ne pas dépasser qui vont éviter de laisser la température continuer à augmenter. Donc 2 tonnes, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Résoudre le problème climatique, ça n'est pas arrêter d'émettre du CO2, c'est ne pas en émettre plus de 2 tonnes par personne. Alors pour avancer, la première chose à faire, c'est de mesurer son empreinte carbone. Donc il y a 2 sites qui fonctionnent très bien. Nos gestes climat ou le climat entre nos mains. Si vous avez peur d'oublier sur la table tout à l'heure avant de partir, il y a des petits papiers, vous pouvez en prendre. C'est vraiment important de mesurer son empreinte carbone parce qu'en fait c'est la seule solution pour savoir où on en est et pour voir comment on peut progresser. Il croit qu'il a sauté une diapo. Oui, donc maintenant on va passer aux conséquences du dérèglement climatique. Celle-là, on la saute. Alors, dans les conséquences, vous en entendez beaucoup parler. Une dont on ne parle pas beaucoup au niveau de la France, c'est que si on ne gère pas cette hausse de la température et que la température globale de la Terre monte de plus 4 degrés, vous avez là-bas, du côté de Vincent, les températures qui fera en 2100 en France, pendant les périodes caniculaires, alors qui ne seront pas forcément plus nombreuses, mais plus longues. Donc vous voyez, il y a plus des 3/4 du pays où il fait plus de 50 degrés pendant ces périodes caniculaires, avec un taux d'hygrométrie très élevé. Et c'est ce qu'on appelle le seuil létal, c'est-à-dire que ni nous ni les animaux ne peuvent survivre dans ces conditions. Alors, il nous a sauté une diapo. Oui, il nous a mangé une diapo. Il nous a sauté une diapo. C'est pas grave. Alors, il a mangé. Il a mangé. Bon. En fait, la diapo qu'il a mangée, c'est quand on parle de réchauffement climatique, de quoi parle-t-on exactement? En fait, la température a déjà, donc j'ai dit la moyenne c'est 15 degrés. La température a déjà augmenté de 1,2, 1,3, 1,4 degrés. D'après les experts du GIEC, groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, cette température va encore augmenter. De combien? Si la courbe continue de façon exponentielle comme elle est actuellement, nous allons vers plus 5 degrés, peut-être même plus. Si la courbe arrête une montée exponentielle, si elle fait une montée en ligne droite, c'est ce qu'on appelle la trajectoire actuelle, nous sommes à plus 3,2 degrés. L'idéal, c'est que tous les pays se mettent d'accord pour limiter cette hausse à plus 2 degrés. Le système d'inertie du climat nous empêchera de descendre en dessous de plus 2 degrés. Voilà, donc important à retenir, c'est les 2 tonnes par personne d'émissions qui vont permettre en 2100, donc 2 tonnes par personne en 2050, qui vont permettre de limiter la hausse à 2 degrés en 2100. Et on continue sur les conséquences du dérèglement climatique.
Alors une autre conséquence, c'est la montée des océans. Donc partout dans le monde, la répartition de la population est à peu près la même. Ici, on est en France, et vous voyez dans l'agglomération marseillaise, 900 habitants au kilomètre carré. Les océans ont déjà monté de 20 cm et ils peuvent continuer jusqu'à 1 mètre si les glaciers fondent, ainsi que les calottes glaciaires. Et partout dans le monde, les gens qui vont se retrouver dans l'eau, ils ne vont pas rester là, ils vont devoir se déplacer. Alors quelquefois, ils vont se déplacer à l'intérieur de leur pays, mais parfois, ils devront se déplacer à l'extérieur de leur pays. C'est plus de 700 millions de réfugiés climatiques qu'il faudra accueillir. Et tous ces déplacements de population risquent de causer des instabilités politiques, voire des montées de nationalisme. La troisième conséquence du dérèglement climatique, c'est la perte de biodiversité. La perte de biodiversité est due principalement, non pas au climat, mais à la disparition des espaces naturels, 40%. 30% de la perte de biodiversité est due à la chimie. Les 30 derniers pourcents qui sont dus au réchauffement climatique, c'est la goutte qui fait déborder le vase et qui fait que le truc s'effondre. Sur 9 millions d'espèces, on en perd 20 000 chaque année. Un chiffre que je trouve très parlant, entre 1990 et aujourd'hui, en 30 ans, nous avons perdu 80% des insectes volants. Donc, j'oublie un truc, mais c'est pas grave. Alors, une autre conséquence, c'est les événements climatiques extrêmes, vous l'avez tous constaté aussi. Ça peut être des pluies abondantes, ça peut être des vents très forts, des orages, ça peut être des sécheresses, des canicules. Et ces événements climatiques extrêmes, combinés avec la conséquence de la perte de biodiversité dont Vincent vient de parler, qui nous amène à une quatrième conséquence, c'est la perte de production agricole. On perd déjà 10% de production agricole et on va vers 20% de perte de production agricole. Alors les conséquences, je pense que vous en avez tous entendu parler, il y en a plein. Nadine en a cité tout à l'heure, que ce soit l'acidification des océans, le risque de dérèglement des courants marins, la fonte des glaciers, la fonte de la banquise, la fonte des calottes glaciaires, etc. Il y en a dont on parle un petit peu moins, c'est ce que nous on appelle les boucles de rétroaction. C'est-à-dire que si, au-delà de 2 degrés de hausse de la température globale, les permafrosts, qui sont des sols gelés en permanence au Sibérie, en Alaska, contiennent énormément de CO2 et de méthane. Et si ces permafrosts dégèlent, ils vont libérer dans l'atmosphère énormément de CO2 et de méthane. Et donc c'est une cause du dérèglement climatique qui devient à son tour une conséquence. Alors il y a aussi les phénomènes d'emballement, et là vous vous doutez bien que les scientifiques, ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, prévoir ce qui va se passer au-delà de 2 degrés, ils ne peuvent pas le modéliser. Donc en fait on ne sait pas trop où on va. Bien. On a fini le tableau noir, on va passer à la phase solution, et heureusement qu'on est là pour ça. On a compris que le problème du dérèglement climatique est un problème d'énergie. Donc regardons quelles sont nos consommations d'énergie depuis 1950. En rose, les énergies fossiles, on voit que jusqu'en 1950, l'augmentation est relativement faible. Par contre, 1950 jusqu'à aujourd'hui, on a multiplié par 7 nos consommations d'énergie fossile. Aujourd'hui, les consommations d'énergie fossile représentent 80%, quand tu veux, voilà, 80% de l'ensemble de nos consommations d'énergie. Deuxième énergie utilisée, le bois, c'est le trait qui est jaune. Il a toujours été utilisé, il sera toujours utilisé, et l'épaisseur du trait ne change pas beaucoup. Et puis 1950, la France ainsi que d'autres pays se disent que ce serait bien qu'on arrive à l'autonomie énergétique pour ne pas dépendre des pays pétroliers par exemple, et on met en place l'énergie nucléaire dont on parlera juste après. Et puis 1960, on réalise qu'un jour le bidon sera vide. Et on se dit qu'il faut trouver une énergie qui ne soit pas soumise à un stock, une énergie de flux, et donc les énergies renouvelables. Alors, on a fini le tableau noir, mais il faut quand même regarder où on en est. Et pour comprendre où on en est et comment on peut avancer, il faut se poser la question de où on en est. Alors, on aime bien, nous, ce dessin qui s'appelle les étapes du changement ou la courbe du deuil.
Parce qu'en fait, on ne peut pas faire des changements si on n'a pas conscience de où on en est. Alors, quand on a découvert tout ce qui se passe, ben, on peut être en état de choc et se dire « Oh là, je ne veux pas voir ». On peut être dans le déni, dire « Non, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de dérèglement climatique ». On peut être dans la colère, donc là c'est Greta Thunberg. On peut être dans la négociation, on peut dire « Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est les Chinois, non, mais c'est pas moi, c'est mon voisin ». Puis on peut être dans la dépression, parce que c'est quand même pas très très joyeux tout ça. Et puis après, il y a les phases acceptation. On se dit, bon, bah ok, on a fait ça, maintenant il faut qu'on trouve des solutions. Et puis on expérimente, et puis on décide, et puis on intègre. Alors pour information, il y a un institut dont j'ai... L'Institut Cantar, je suis désolée pour lui, j'ai oublié toujours son nom, qui a fait une étude l'année dernière, et qui nous dit qu'en France, en fait, il y a 55% de la population qui est en dépression par rapport au dérèglement climatique. Donc 55% des Français qui pensent que c'est foutu. Alors c'est dommage, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on est dans l'état de dépression, on n'a pas 50 solutions, il faut qu'on avance. Donc là, on va avancer. Donc la première solution, c'est dans la tête. Maintenant, de façon chiffrée, quelle est la logique de la solution à notre problème? L'année passée, est arrivé sur le bureau de l'État 11 propositions. 4 de l'ADEME, Agence pour la défense de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, 6 de RTE, Réseau de transport de l'énergie, et 1 de Négawatt. Ce scénario, c'est Négawatt. Je trouve qu'il symbolise bien, il exprime bien la solution à notre problème. On a d'abord un trait noir. On a un trait noir qui est là. Et c'est notre demande en énergie en France. Cette demande est divisée par 3 d'ici 2050. Ça peut paraître énorme, mais c'est tout à fait jouable. Ce qui veut dire que tout ce qui est au-dessus du trait noir, c'est l'énergie qu'on a économisée. On a fait 2 sortes d'économie d'énergie, la sobriété, l'efficacité. Sobriété, tout le monde sait ce que c'est, on va à l'essentiel, on supprime le gaspillage, on supprime ce que j'appelais tout à l'heure l'ébriété. L'efficacité, ce sont des appareils, des installations qui demandent moins d'énergie pour un même résultat. 2 exemples d'efficacité. Une maison isolée demande 6 fois moins d'énergie qu'une maison pas isolée. Une petite voiture électrique demande 6 fois moins d'énergie qu'une voiture moyenne thermique. Donc, dans ce scénario, toutes les énergies fossiles ont été supprimés, il en reste un tout petit peu. Et l'ensemble des 1000 TWh qui restent, 1025 exactement, est satisfait par les énergies renouvelables ou bas carbone. Dans ce scénario, le nucléaire a été supprimé. Faut-il ou non supprimer le nucléaire? On a envie de sortir vivant de la salle, donc on ne va pas prendre position. Ce qu'il y a de certain, ce qu'il y a de certain, on va vous donner des éléments de réponse. Maintenant, on met en place une nouvelle génération de réacteurs nucléaires, soit maintenant, on fait le choix des énergies renouvelables, et dans ce cas-là, on peut se passer du nucléaire. Le scénario Négawatt, lui, dit on peut se passer du nucléaire. Marie-Laure va développer cette question du nucléaire après. Parce que moi, je ne veux pas sortir vivant de la salle. C'est dommage qu'il fasse noir, parce que lui, c'est vraiment notre... C'est notre tableau de bord. C'est notre tableau de bord qu'on va suivre tout au long de l'exposé. Important, il y a des écologistes qui disent non, non, mais tout ça, il n'y a que la sobriété qui compte. Non, ça ne suffira pas. Il y a des gens qui sont plutôt technophiles, qui disent non, mais c'est l'efficacité qui va nous sortir du problème. Non, ça ne suffira pas. Et il y a des gens qui disent il suffit de mettre plein d'énergie renouvelable partout et on ne change rien à notre vie et ça ira. Non, ça ne suffira pas. Alors maintenant, on a donc terminé avec la solution à notre problème et on va rentrer dans le détail des solutions et on commence par les énergies. Alors, pour commencer par les énergies, on tenait à vous montrer ce petit dessin là qui nous montre en fait les émissions de CO2 en fonction du type d'énergie et dans la production d'électricité. Donc on parle toujours en grammes de CO2 par kilowattheure produit.
Et vous le voyez, entre le charbon, où on est à plus de 1000 grammes par kilowattheure, un kilowattheure c'est pas beaucoup, on passe par le fioul 930, les gaz 600, et quand on arrive dans ce qui est biogaz, bois, biomasse, éolien, etc., et ben là on est vraiment bas, donc ça peut être intéressant. Alors on fait un petit détour par le nucléaire parce que c'est intéressant, je ne vais pas vous expliquer le nucléaire, vous savez ce que c'est, mais je voulais revenir sur quelques points. Hormis les accidents graves qu'il y a déjà eu et d'autres qui peuvent arriver, les déchets dont on ne sait pas quoi faire, on a d'autres soucis quand même, d'autres inquiétudes par rapport au nucléaire, et entre autres on a un souci d'efficacité. Dans la production d'énergie nucléaire, on dépend de ce qu'on appelle le cycle de Carnot. Donc, alors c'est la même chose si on produit de l'électricité que du fioul. C'est-à-dire que pour 100% d'énergie mise en œuvre au départ, on en a plus que 30% à la sortie. Donc on n'est pas dans l'efficacité. Il y a d'autres soucis au cycle nucléaire, c'est que d'abord l'uranium, bon, il n'y en a pas trop chez nous. Et puis vu l'utilisation qu'on en fait actuellement, il y a du stock maximum pour 100 ans. Donc il va bien falloir trouver autre chose. On a un autre problème aussi, c'est qu'il faut beaucoup d'eau pour refroidir nos réacteurs. Et on a un problème d'eau, vous l'avez constaté cet été, entre autres. Saône-et-Loire, on est très touchés. Donc, comment on fait si on n'a pas d'eau et pas d'uranium? Si on veut tenir les 45 minutes, je pense qu'il faut... Alors, le photovoltaïque, on passe très vite. Vous connaissez deux systèmes, soit eau chaude, soit production d'électricité. En gros, 50 mètres carrés bien exposés produisent l'énergie pour 2 familles. L'éolien, c'est très simple également. Une éolienne, c'est 750 familles. Les dernières générations d'éoliennes, c'est 2000 familles. Petit arrêt sur image. Je ne connais pas les besoins en énergie du Mâconnais. Je connais les besoins en énergie, par exemple, du Clunisois, 15 000 habitants sur une quarantaine de communes. Si toute l'énergie du Clunisois était satisfaite, l'énergie électrique était satisfaite par du photovoltaïque, quelle surface faudrait-il? 50 hectares. Si toute l'énergie du Clunisois était satisfaite par de l'éolien, combien en faudrait-il? 20. C'est pour se donner des ordres de grandeur. Donc la suivante, l'hydroélectrique, que vous connaissez aussi. Donc c'est une des énergies très bas carbone et très efficaces. Je finis juste quand même sur ça rapidement pour dire simplement que l'hydroélectrique elle est déjà pas mal utilisée, mais il faut se rappeler quand même que quand on a mis des barrages partout, on n'a pas trop demandé l'avis aux gens, on a déménagé des villages et que c'était pas très bien perçu à l'époque, mais tout le monde voulait l'électricité. Bien. L'énergie suivante, c'est la méthanisation. On récupère des déchets organiques, on fait une fermentation anaérobie. Le gaz qui sort, le biogaz, ressemble comme de gouttes d'eau au gaz naturel. Donc après épuration, on peut l'envoyer directement sur les canalisations de gaz. Ou bien on peut le brûler pour faire de l'électricité. Il est intéressant, le méthane, parce que c'est aussi un gaz à effet de serre. En fait, il y a 4 gaz à effet de serre. Le CO2 à proprement parler, 75% des gaz à effet de serre, c'est du combustion des énergies fossiles et déforestation. Le deuxième, le méthane, il est dû pour un tiers les éructations des ruminants, un tiers les fuites des puits de pétrole et des puits de gaz, et puis le dernier tiers... Les rizières. Les rizières, merci. Les rizières et l'état d'ordure. Le protoxyde d'azote, les engrais, fabrication et épandage d'engrais, et le dernier, composé fluorocarboné, ce sont des gaz industriels de réfrigération. Donc, je reviens à notre méthanisation. Donc, l'intérêt de la méthanisation, c'est que non seulement on produit de l'électricité, mais on récupère du méthane qui, sinon, aurait été un gaz à effet de serre. Et la dernière énergie sur ce tableau-là, c'est la géothermie, c'est tout bête, on va chercher des calories dans le sol. Alors une autre énergie bas carbone, c'est le bois, donc on ne va pas revenir sur le cycle du bois. C'est une énergie très efficace quand on produit de la chaleur. On a mis 2 exemples, simplement pour comprendre que quand on est en réseau de chaleur, en fait, on est beaucoup plus efficace. Là, c'est l'exemple en haut, une petite chaudière individuelle où il faut approximativement 10 tonnes pour une famille. Et sur les calculs en bas, en fait, c'est la chaufferie à Tramail, qui est une chaufferie collective qui chauffe l'équivalent de 190 familles, puisqu'il y a un hôpital. Et là, si on ramène au nombre de familles, ça fait 3,5 tonnes par famille. Donc on est beaucoup plus efficace.
Alors, toutes ces énergies bas carbone qu'on a vues, elles ont toutes, d'ailleurs toutes les énergies ont des qualités et des défauts. Ce qui est important de se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les générations futures. En fait, on a des choix à faire qui sont difficiles, parce que soit on accepte d'utiliser ce qu'on a sur nos territoires, c'est-à-dire du bois, du vent, du soleil, voilà. De la merde aussi. Des déchets, donc des biodéchets. Soit en fait, il faut qu'on accepte d'avoir notre petite centrale nucléaire à nous. Bien, alors, on a fait le tour de toutes les énergies. Maintenant, on va voir comment, dans notre scénario mégawatt, comment on applique la sobriété et l'efficacité dans notre vie de tous les jours. Voilà notre vie, alimentation, logement, transport, consommation, service public, ça fait 10 tonnes. En 2050, il faut ramener ça à 2 tonnes, il faut diviser par 5. On commence par le logement. Alors, au niveau du logement, Vincent le disait tout à l'heure, hein, si on a une maison isolée, on peut potentiellement réduire de 80% la consommation d'énergie et donc les émissions. Si on passe d'une chaudière fioul à une chaudière bois, on va encore réduire potentiellement de 80 de ce qui restait de CO2. Le petit geste tout bête dont on nous a seriné, baisser de 1 degré, parce que chaque degré d'écart, c'est 7% d'énergie. Et puis bien sûr, si on a une petite maison, ça demandera moins d'énergie, moins de CO2 que si on a une grande maison. Et pour finir, on peut avoir une maison passive, donc une maison qui n'émet plus de CO2. Pour ce qui est du transport, on a là 8 modes de transport différents. Ne pensez pas qu'on va vous dire que la solution est technologique. Pour réduire les émissions du transport, c'est un peu de technologie, un peu de changement de comportement et un peu de politique publique de territoire. Il faut les 3 pour qu'il y ait une réduction d'empreinte carbone. D'un point de vue purement technologique, on a là 8 modes de transport différents. En rouge pour chacun d'eux, les grammes de CO2 émis par kilomètre par personne. Donc 0 pour la marche à pied, le scooter 70 grammes par kilomètre par personne. Comparons 2 voitures. Une petite voiture dans laquelle il y a 4 personnes. Une Fiat Panda, elle émet 160 grammes de CO2 au kilomètre. Si on est 4 dedans, ça fait donc 40 grammes par personne. Un SUV, c'est 260 grammes par kilomètre par personne. Donc c'est 6 fois plus. Les transports en commun, bien entendu, émettent moins de CO2 que les voitures individuelles. Le TGV, c'est 10 grammes. Donc, entre le TGV et la voiture individuelle, la grosse voiture individuelle, c'est 26 fois moins. Les avions, c'est un peu moins que la grosse voiture. Ah, d'ailleurs, là, il y a une grosse erreur qu'on n'a pas corrigée sur notre truc, c'est 200. C'est 200, c'est pas 100, il y a une erreur là. C'est 200, donc c'est un peu moins que la grosse voiture. Mais comme en général, on prend l'avion pour des grandes distances, un seul aller-retour à New York, c'est les 2 tonnes de CO2 auxquelles on a droit, le budget annuel qui y passe. Les camions, gros moteurs, donc grosses émissions, et donc importance d'acheter local. Alors celle-ci on aime beaucoup parce que ça nous permet de vous expliquer ce que c'est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est que quand on fait des économies d'un côté, on les craque de l'autre. Alors on a la petite Mini là, 1960, elle consommait 6 litres au 100. 2001, elle a pris du poids, et puis 2010, elle a pris beaucoup de poids, puis elle consomme toujours 6 litres au 100. Voilà, alors tous les progrès technologiques qu'on a fait sur la voiture, en fait, on les utilise en énergie. Alors il y a un autre effet rebond qui est assez caractéristique, c'est nos maisons. Alors du coup mes chiffres, je ne les ai pas parfaitement en tête et c'est écrit tout petit et il fait noir, alors je vais essayer de vous les redire. Au niveau du logement, entre 1973 et 2020, on a réduit, on utilisait 300 kWh par mètre carré pour chauffer. 360 kWh par mètre carré. Aujourd'hui, on est à 180. On est à 180. Voilà, donc on a divisé par 2, mais on a agrandi nos logements. On avait 20 mètres carrés par personne et maintenant on a 40 mètres carrés par personne. Donc toute l'économie, encore une fois, elle est mangée. Bien. Alors, côté alimentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la part du consommateur et la part de l'agriculteur. Donc, parlons d'abord du consommateur. Il faut évoluer vers une alimentation moins carnée, utiliser plus de protéines végétales. Pourquoi? 1 kilo de bœuf émet pour la production 35 kilos, ça c'est la moyenne française.
35 kg de CO2. 1 kg de légumes émet 0,5 kg de CO2, 70 fois moins. Donc, pour réduire l'empreinte carbone de notre alimentation côté consommateur, il faut évoluer vers un régime moins carné. Ce qui est intéressant dans cette slide-là, c'est qu'en 2050, il n'est pas nécessaire de devenir végétarien. On va être là à peu près, c'est-à-dire qu'on va être entre 60 et 70 grammes par personne de viande, et on atteint la neutralité carbone avec cet objectif-là. Ça, c'est côté consommateur. Côté producteur, il y a une contradiction apparente. Cette contradiction, c'est que les vaches émettent du CO2, les ruminants émettent du CO2. Ils émettent du méthane. Mais les prairies séquestrent du méthane. Donc il faudrait maintenir des prairies, mais ne plus avoir de vaches. Ça semble contradictoire. En fait, il faut maintenir toutes les prairies et il faut réduire le cheptel, donc il faut désintensifier. Et il faut produire de la viande animale à l'herbe, sans concentrer. 70% de la surface des céréales en France est consacrée à l'alimentation animale. Ça, il faut arrêter. Donc, il faut faire deux choses, émettre moins, séquestrer plus. Voilà. Donc, de l'élevage à l'herbe, moins de céréales pour les animaux, réduire le labour, chaque fois qu'on laboure un hectare, on émet 3,5 tonnes de CO2, supprimer ou réduire les engrais, puisque le protoxyde d'azote vient de là, et moins de spécialisation de chaque région. Je ne sais pas à Mâcon, mais chez nous, à Cluny, on ne produit que 10% de nos fruits et légumes. Et séquestrer plus, ça veut dire des haies, de l'agroforesterie, de la biodiversité, des rotations plus longues parce que la vie bactérienne capte du CO2, et puis des couverts végétales toute l'année. Et enfin, au niveau consommation, comment on peut acheter moins ou acheter mieux, et ensuite jeter moins et jeter mieux. Alors, d'abord, chaque fois qu'on fait quelque chose à la maison, que ce soit un plat cuisiné, ça émet moins de CO2 que si on l'achète tout prêt. Ça nous permet au passage de réduire nos emballages. Les emballages, c'est 40 kg de CO2 par personne et par an en France, donc c'est pas rien. Ensuite, il y a la méthode Bisou. Alors, ça fait sourire tout le monde, mais c'est pas grave, elle est intéressante. C'est un moyen mémotechnique que le CIRTOM, donc, est le syndicat de traitement des déchets pour nous, localement sur le Clunisois, c'est le petit moyen mémotechnique qui nous apprennent. La méthode Bisou, qui veut dire ce qu'elle a à dire, c'est-à-dire B comme besoin, est-ce que j'ai besoin de cet objet? I comme immédiat, est-ce que j'en ai besoin tout de suite? S comme semblable, est-ce que j'ai pas déjà quelque chose dans mes tiroirs? O comme origine, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, est-ce que ce produit il a été fabriqué à Mâcon ou est-ce qu'il vient de l'autre bout du monde? O comme occasion, est-ce que je peux me contenter de cet objet d'occasion? Et U comme utile, est-ce que j'ai vraiment l'utilité de cet objet? Ça peut paraître tout bête, mais ça marche très bien. Ça nous permet de réfléchir avant d'acheter des choses. Et enfin, le jeter moins ou jeter mieux, il est très important aussi. Donc, quand j'ai un objet qui est abîmé, est-ce que je peux le réparer ou le faire réparer? Quelque chose dont je n'ai plus besoin, est-ce que je peux le donner? Et enfin, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas réparable, je peux le recycler. Et pourquoi là aussi c'est important? Parce que ça va nous permettre de réduire notre grande poubelle, parce qu'on fait beaucoup de poubelles. Il faut savoir que sur notre territoire qui est très rural, il y a 62% de la poubelle qui n'a rien à y faire, qui bénéficie de filières dédiées. Et on est en milieu rural où tout le monde jardine et fait du compost. Dans les déchetteries, il y a plein de bennes différentes, pour le papier, pour le verre, etc. Vous savez très bien. C'est très important, pourquoi? Parce que toutes ces matières premières qu'on va récupérer, elles vont permettre d'économiser 50% de la matière première pour fabriquer de nouveaux objets. Bien. On a fini le scénario négawatt. Et maintenant, on va se poser la question de comment on met en œuvre ce scénario négawatt. Et d'abord, qui doit faire l'effort? Est-ce que ce pull vert, ce sont mes émissions, les émissions du fabricant, ou les émissions de l'État qui a conçu, qui a conclu des accords d'échange international et qui a imposé aux fabricants des normes de fabrication? C'est particulièrement difficile à répondre. Ce qu'on sait pour certains, c'est que les émissions des ménages représentent 50% des émissions totales.
Tout à l'heure, je vous ai parlé des différents scénarios proposés par l'ADEME, par RTE, et tous ces scénarios ont en commun sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Tous. Par contre, ce qui change, c'est le dosage. Dans certains scénarios, la part de l'individu est importante, dans d'autres, la part de l'individu est très faible. L'ADEME, ils sont sympas, ils ont donné des noms poétiques à leurs scénarios. Le scénario qui est le plus exigeant pour l'individu, il s'appelle génération frugale. Dans ce scénario de l'ADEME, l'individu fait 45% de l'effort. Toujours dans l'ADEME, le troisième scénario, il s'appelle nucléaire techno. Le dernier scénario, je vous le donne en mille, il s'appelle le pari réparateur. C'est-à-dire, en gros, on ne fait rien et la technologie trouvera une solution pour capter le CO2 dans l'atmosphère. Donc le troisième, c'est nucléaire techno. Dans ce scénario, l'individu ne fait que 20% de l'effort. Je vous laisse réfléchir à ce qui, d'après vous, est la bonne mesure. Donc, qui doit faire l'effort? Première question. Deuxièmement, quand est-ce qu'il faut faire l'effort? Alors, une notion importante, c'est que le CO2 a une durée de vie de 100 ans dans l'atmosphère. Ce qui a été émis en 1950 reste dans l'atmosphère jusqu'en 2050. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Si on veut maîtriser la température en 2100, on a le droit à une certaine concentration. Étant donné qu'on a déjà accumulé beaucoup, il nous reste un petit droit à émettre. Ce droit à émettre dépend de la température à laquelle on veut arriver en 2100. Si on voulait respecter les accords de Paris de 2015 de limiter la hausse à plus 1,5 degré, notre droit à émettre serait d'environ 400 gigatonnes. Mais comme on fait 40 gigatonnes par an, même 53 gigatonnes par an, en fait, ça veut dire que pour respecter ce 1,5 degré, il faudrait suivre le trait noir. Je ne connais aucune société capable de faire un changement à cette vitesse-là. Donc, l'objectif plus 1,5 degré, c'est mort. Alors, soyons moins ambitieux. Quel est notre budget carbone qui nous reste si on veut limiter la hausse à plus 2 degrés? Eh bien, dans ce cas-là, en démarrant en 2020, la baisse annuelle, c'est le trait noir, est de 20% par an. De 6% par an. Et chaque année qu'on attend, sans rien faire, ça redevient une falaise, objectif inatteignable. Donc ça, c'est pour le quand est-ce qu'il faut agir. Alors, on a des grands changements à faire, mais on a été capable dans notre histoire d'en faire beaucoup. Après la guerre, on a reconstruit le pays, on a créé la sécurité sociale, la carte électorale aussi, les femmes ont eu le droit de vote. Tout ça, c'était des changements importants, c'était une grande transition. Et donc, nous, on a un challenge, là, ça va être d'opérer la même transition, mais on est capable de le faire. Il suffit de s'y mettre et d'accepter qu'il faut le faire. Donc, pour répondre à la question qu'on a posée, peut-on garder notre mode de vie sans le problème du CO2? La réponse est bizarre. Non, nous ne pouvons pas garder notre mode de vie puisque c'est un mode de vie d'ébriété. Par contre, nous pouvons garder notre qualité de vie, nous pouvons encore garder notre qualité de vie si on s'y met maintenant. Si on ne s'y met pas maintenant, on va tout perdre. Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien, il dit « c'est plus facile de descendre à 2 tonnes par personne que de supporter plus 4 degrés ». Alors, est-ce que c'est un futur désirable? Alors, donc, on partait tout à l'heure de nos 10 tonnes, et on sait qu'il va falloir arriver à 2 tonnes. Donc, ça va demander des efforts, c'est sûr. Mais il y a plein de choses qu'on fait jusqu'à maintenant, et qu'on pourrait faire autrement. Et entre autres, par exemple, on pourrait envisager de passer moins de temps sur la route, de travailler moins, de courir moins. Et puis remplacer en fait toutes ces activités qui sont très émettrices par des choses qui émettent moins, comme jouer avec ses enfants, comme lire, comme aller danser, etc. Est-ce que c'est désirable? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Et la dernière, ou bien on s'y met, ou bien on fait rien, ou bien on fait rien, ou bien on s'y met maintenant, ou bien on aura le droit à un dictateur écolo. Merci de votre attention.